Merci. Merci à tous, merci aux organisateurs, aux organisatrices. Merci particulièrement chaleureux à Lubna et Amina. Amina que je connais depuis longtemps, Lubna depuis moins longtemps. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps, sachez que vraiment je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter un peu l'université de Poitiers. En préambule à ce colloque, je voudrais rendre hommage aussi à deux professeurs français. Jean Pradel, qui est décédé l'été dernier et qui était un grand amoureux du droit comparé. Et donc, il aurait eu beaucoup de plaisir d'être à ma place aujourd'hui. Et Mireille Delmas-Marty, qui a également été une très grande juriste en France, et qui vient de décéder il y a quelques mois, et qui a écrit en 1992, donc il y a exactement 30 ans, un ouvrage intitulé « Procès pénal et droits de l'homme vers une conscience européenne ». Je pense que c'était tout à fait d'actualité. Maintenant, dans ma contribution, qui sera beaucoup plus longue, mais à l'écrit, j'ai tranché sur ce qui me paraissait important de vous expliquer, de vous dire un peu aujourd'hui. J'ai donc choisi d'évoquer avec vous la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg. Cour européenne des droits humains. On devrait changer les intitulés. Je pense que ce matin, nous avons eu peut-être cette idée-là. Parmi cette jurisprudence, j'ai choisi quelques arrêts qui me paraissaient intéressants et qui se situent aux deux extrémités du processus pénal. D'abord l'incrimination et ensuite l'exécution de la peine. Donc je fais vraiment le grand écart et je vais le faire en 20 minutes. Donc j'espère que je tiendrai jusque-là. Alors, ma question au fond a été: où doit-on mettre le curseur entre la justice et les droits de l'homme? Parce qu'il me semble qu'il y a une tension entre ces deux-là. Donc, où mettons le curseur? Alors, selon les époques, selon les sociétés, selon les criminalités peut-être, selon l'actualité, ce curseur est plus ou moins important. Concernant l'incrimination, j'ai choisi d'évoquer avec vous un grand principe de liberté, un droit tout à fait essentiel dans nos sociétés, c'est celui de la liberté d'expression. Alors la liberté d'expression, le principe de la liberté d'expression est reconnu quasiment partout. Son exercice peut avoir des variables plus ou moins importantes. Et en ce qui concerne la France, il y a eu, il y a quelques années, je ne me souviens plus, ça doit être 2019, là, ce sont tous des arrêts récents, non, 2021 même, excusez-moi. C'est un enfant qui a 3 ans. Et son oncle lui offre pour son anniversaire un t-shirt sur lequel il fait écrire à l'avant « Je suis une bombe » et à l'arrière « Né le 11 septembre ». Il est né un 11 septembre, il s'appelle Djihad et l'oncle veut faire de l'humour. Il a d'ailleurs toujours dit que c'était, à la fin il disait même que c'était une mauvaise plaisanterie, mais il l'a fait. À l'école, on s'inquiète beaucoup. Alors, plutôt que de convoquer les parents, ce qui aurait été sans doute la meilleure des choses, peu importe, on téléphone à l'inspection académique, qui téléphone au procureur, qui saisit la justice, etc., etc. L'oncle en question est condamné pour apologie de crime d'atteinte volontaire à la vie. Il va donc exercer un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme en raison, pour lui, de la violation justement de son droit à la liberté d'expression. Bon, peut-être de mauvais goût, mais tout de même une expression humoristique. Et la Cour européenne des droits de l'homme explique d'abord que la liberté d'expression vaut pour les informations, les idées, les opinions, et même celles qui peuvent heurter, même celles qui peuvent choquer, même celles qui peuvent inquiéter l'État. Donc ce n'est pas de cela dont on parle.
Mais elle explique aussi que l'humour ne permet pas tout, et elle met en avant une théorie, celle du sujet d'intérêt général. Les faits en question pouvaient-ils constituer un sujet d'intérêt général, c'est-à-dire un sujet qui puisse être discuté sur la place publique par l'ensemble de la société française. La Cour considère qu'il n'y avait pas de sujet d'intérêt général et elle considère également que la condamnation prononcée par la juridiction française est acceptable. L'article 10, donc le principe de la liberté d'expression, n'a pas été violé par le prononcé de cette condamnation. Voilà, et alors sur le sujet de l'humour, la Cour européenne, on pourrait dire qu'elle n'en a pas beaucoup, mais peut-être que les humoristes en ont parfois un peu trop ou dévient un peu de leur activité principale. Deuxième exemple sur la liberté d'expression, il s'agit de l'expression politique, et celle-ci de façon sérieuse. C'est toujours une question de curseur, hein, où mettons le moment où on va franchir la limite et donc considérer que cette liberté ne peut pas être exprimée. Il s'agit de l'appel au boycott. Alors, à la suite de la construction du mur en Israël et en raison aussi de la politique menée par ce pays contre les Palestiniens, des militants pro-Palestine en France se rendent dans différents supermarchés, distribuent des tracts et demandent aux différents clients de boycotter les produits en provenance d'Israël au motif que cet État ne respecte pas les droits d'une certaine catégorie de personnes dans leur État. L'ensemble du groupe, ils étaient 6, sont condamnés pour provocation à la haine et à la discrimination raciale. Alors quand je dis qu'ils sont condamnés, c'est-à-dire définitivement. La Cour de cassation est passée par là, elle n'a rien eu à dire, donc voilà, ils sont condamnés. Le groupe va donc se tourner vers la Cour de Strasbourg, qui va d'abord délimiter le champ de l'appel au boycott. Elle explique qu'il s'agit d'une modalité d'expression, d'opinion contestataire, qui rentre tout à fait dans le domaine de la liberté d'expression. Elle explique que c'est une modalité tout à fait spécifique, parce qu'il s'agit justement d'une expression contestataire, et qui a pour conséquence de discriminer, ou d'inciter à ce traitement différencié. Il y a donc possibilité d'un appel à l'intolérance, d'un appel à la violence, d'un appel à la haine par ce type d'expression. Et pour la Cour, après avoir délimité tout cela, explique que finalement, la frontière, en l'espèce, n'a pas été franchie. Pour elle, il s'agit d'une simple expression à la fois politique et militante, sans excès, et en outre, il s'agit d'un sujet d'intérêt général. C'est donc une question que l'on doit pouvoir discuter. Alors, cette décision qui a été prise en 2020 est très importante parce qu'il y a 2 mois de cela, le gouvernement français a décidé de dissoudre 2 groupes qui étaient pro-Palestine, justement, et qui appelaient énormément au boycott des produits israéliens. Les associations qui étaient visées par ce décret de dissolution ont porté l'affaire devant le Conseil d'État, et le Conseil d'État, en référé, il y a à peine un mois, c'était le 29 avril dernier, a suspendu le décret en attendant que l'affaire soit examinée au fond, parce qu'elle a considéré qu'il y avait une vraie question, il fallait savoir si justement cette frontière entre l'expression acceptable et l'appel à la haine et à la violence avait été franchie par les actions menées par ces 2 groupes. Donc, je pense que le Conseil d'État a entendu l'arrêt de la Cour européenne, ça certainement, et qu'elle veut évidemment il veut, parce que c'est le Conseil d'État,
veut que le droit français et les décrets français puissent être conformes également au droit européen en respectant les droits des individus. Alors, je voudrais également, en dehors des incriminations possibles qui sont en contradiction avec la liberté d'expression, évoquer avec vous un certain nombre de mesures qui sont prises au moment de l'exécution des peines privatives de liberté. Alors, on sait bien que dans les établissements pénitentiaires, le maintien de l'ordre, même la vie sociale dans ces établissements est extrêmement difficile. L'ambiance est tout à fait tendue, parfois même violente, agressive, etc. Vous le savez très bien. L'un des détenus, justement, avait voulu être transféré dans un établissement pénitentiaire près de sa famille. On le lui refusait, il devenait agressif, donc vous voyez bien, l'agressivité monte, la tension monte, etc. Il est placé en quartier d'isolement, il y a des violences de part et d'autre, bon, mais le lendemain, il va être finalement transféré dans un autre établissement pénitentiaire, mais il est transféré nu, avec seul un drap pour essayer de se couvrir un peu. Il a été, semble-t-il, menotté. En tous les cas, lorsque le personnel pénitentiaire reçoit ces individus, ils se disent « ce n'est pas possible, il y a dû y avoir des débordements, on ne peut pas utiliser la force publique de façon correcte en ayant pour résultat ce genre de choses. » Bien. Donc, des enquêtes vont être menées, une enquête administrative, une enquête pénale, ensuite une information judiciaire va être ouverte. Rien n'y fait. Il semblerait que rien ne se soit passé dans cet établissement pénitentiaire. La Cour va donc être saisie par ce détenu et la Cour va d'ailleurs considérer que l'enquête au sens large n'a pas été effective, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé au fond des choses, et puis qu'ensuite, pour qu'il y ait atteinte aux droits de la personne, il ne suffit pas qu'il y ait à la fois des coups plus une humiliation. La personne peut se sentir humiliée sans qu'on ait eu l'intention de l'humilier, ce qui était probablement le cas ici, et il peut y avoir évidemment des lésions corporelles sans humiliation. Donc la France va être condamnée parce qu'on estime qu'il y a eu un grave manque de respect pour sa dignité humaine et qu'il y a eu une enquête non effective. Donc l'État est encore une fois condamné. Bien, et puis deuxième exemple, c'est la présence des détenus aux funérailles de leurs proches. Alors, c'est peut-être une toute petite question, je ne traite pas de questions d'extradition, mais c'est vrai, de crimes internationaux, mais il me semble que ça se niche aussi dans des infractions de ce type-là et dans des mesures de ce type-là. Donc la question est de savoir si une personne qui est détenue peut obtenir une autorisation de sortie pour participer aux obsèques de l'un de ses proches. C'est ça la question. Et c'est une question qui se pose assez régulièrement. Dans l'affaire à laquelle je pense, il s'agissait d'une personne qui était condamnée pour des faits de terrorisme et qui donc avait en plus été emprisonnée depuis fort longtemps. Et cette personne était également atteinte d'une maladie chronique qui était assez difficile à gérer, c'est vrai, en sortie. En tous les cas, la demande de sortie pour aller aux funérailles de son père va lui être refusée, et elle va donc se tourner, elle aussi, vers la Cour européenne des droits de l'homme, qui cette fois-ci explique que finalement la mesure est proportionnée à la situation, parce que les actes qu'elle avait commis étaient tout de même graves, et sans doute aussi, disent ceux qui connaissent de très près cette histoire,
sans doute aussi parce que sa maladie générait des prestations extérieures et une sécurité qui n'aurait peut-être pas été présente. En tous les cas, ça n'avait pas été dit et peut-être que cela aurait mieux fait d'être dit pour des raisons de, comment dirais-je, d'humanité. Hein. Au moins, on peut refuser quelque chose, mais on peut donner aussi toutes les raisons qui concernent ce refus. Alors, la troisième et dernière arrêt dont je voulais vous parler, c'est un arrêt qui est assez proche de ce dont on a parlé ce matin. C'est un mandat d'arrêt européen. Donc ce n'est pas l'extradition, mais c'est une remise de personnes au sein de l'Union européenne. Et alors, au début du mandat d'arrêt européen, tout le monde était là à se dire c'est formidable, ça y est, on a une procédure qui est vraiment très importante, on va pouvoir se livrer les personnes très, très vite, etc., ce qui était vrai d'ailleurs. Et puis un jour, il y a des magistrats qui se sont dit mais que se passe-t-il ? Est-ce que je peux vraiment renvoyer une personne qui a volé un porte-monnaie avec 40 € dedans en Allemagne il y a 5 ans, qui vit ici depuis, qui a des enfants à charge? Est-ce que je peux vraiment la remettre aux autorités allemandes? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas une disproportion entre la demande qui est faite et la vie de cette personne telle qu'elle a vie ici? Bien. Donc, les magistrats ont commencé à s'interroger là-dessus. Et le deuxième point sur lequel ils discutent aussi beaucoup maintenant, ce sont les personnes qui doivent être renvoyées dans des États dont on ne connaît pas du tout les conditions de détention. Bon, ça pourrait s'appliquer en France, hein, je ne dis pas ça, mais l'affaire qui a été rendue il y a peu de temps est une affaire dans laquelle cette personne c'est la France qui devait réfléchir à la remise de cette personne. La France avait dit j'accepte de la remettre dans la mesure où cette personne va être détenue dans un établissement qui sera conforme aux règles fondamentales, hein, aux droits fondamentaux. Bien. La personne qui devait être remise a engagé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui, elle, a dit il n'en est pas question, vous ne pouvez absolument pas exiger quelque chose de l'État, vous devez être certain que les conditions seront les bonnes. Donc, vous êtes condamné pour ne pas avoir respecté cette condition et ne pas vous être assuré de la qualité de vie de cette personne dans les prisons étrangères. Bon, voilà. Très rapidement, ces quelques arrêts qui ne portent que sur quelques décisions, et il y en aurait d'autres. J'ai choisi celle-ci parce qu'elle me paraissait à la fois d'actualité et assez récente. On pourrait évoquer la présence de l'avocat, mais là, et ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on a à peu près, qu'on a réglé la question. On aurait pu parler de la détention arbitraire, enfin bon, de beaucoup d'autres choses, bien sûr. Hein. Mais peut-être que finalement, je me dis que l'ensemble des États du Conseil de l'Europe ont été peu ou prou touchés par ces décisions. Aujourd'hui, les décisions de la Cour engagent l'État moralement. Il n'y a aucune obligation de modification de la loi. Elle l'engage moralement. Mais grâce à ces décisions, je pense qu'aujourd'hui, on peut parler d'une certaine harmonisation des droits internes, à la fois plus respectueux au sein des territoires et en même temps harmonisé sur le territoire du Conseil de l'Europe, qui est quand même un immense territoire. Et donc, cette harmonisation des droits internes, les uns et les autres de ces droits, se rapproche donc de l'idée qu'une justice sans respect des droits humains est un non-sens. Je vous remercie.